Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le ministère de la Santé enquête d'un document sur la répartition de son personnel à travers le Burkina. L'étude devrait permettre de déconcentrer des régions comme le centre et les hauts bassins au profit des autres régions. Les deux Corées se retrouvent le 18 septembre prochain à Pyongyang pour un troisième sommet qui aura à l'ordre du jour la dénucléarisation de la péninsule dont les contours tardent à se dessiner 3 mois après le sommet Trump-Kim Jong-un. Mais tout d'abord, l'Union pour le progrès et le changement UPC ne décolère pas contre le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le parti du Lion reproche à Newton Ahmed Bari de gérer l'institution de façon solitaire. Les griefs contre le président de la CENI ont été rendus publics ce matin au cours d'une conférence de presse. L'occasion a été belle pour l'UPC de revenir sur la vie politique nationale. Le reportage Souleymane Sanou Nyalkiteda. L'annonce du lancement prochain de la révision du fichier électoral et la date du référendum par le président de la CENI n'est pas du goût de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Pour le principal parti d'opposition, le président de l'institution en charge des élections a outrepassé ses prérogatives et il y a lieu de s'inquiéter. L'UPC dénonce là une dérive du président de la CENI, M. Newton Ahmed Bari. Avec cette malheureuse sortie, nous nous demandons si le président de la CENI maîtrise les textes qui régissent son institution et le processus électoral dans notre pays. Autre point passé à la loupe par le parti du Lion, c'est la situation sécuritaire au Burkina. Tout en décortiquant la lettre d'un responsable de sécurité dans la région de l'Est sur la situation qui prévaut en ce moment dans la zone, l'UPC se convainc que ces propositions d'hier sont aujourd'hui d'actualité. Nous pensons que véritablement, il y a un problème. Et nous avons dit de par le passé que le problème sécuritaire était un problème sérieux. Nous avions dit aussi bien à l'Assemblée qu'au niveau de nos conférences de presse que le matériel n'était pas adéquat pour cette lutte. Nous avions dit que le moral des troupes pouvait être affecté. On nous a toujours dit, que ce soit à l'Assemblée ou partout, que non, il n'y a pas de problème. Alors si c'est des gens du milieu, ceux-là même qui sont sur le terrain, qui le disent... Et au regard justement de la situation qui prévaut, les journalistes se sont inquiétés sur l'opportunité de la marche du 29 septembre prochain de l'opposition. Là-dessus, les lions sont catégoriques. Quelle est la relation entre nos marches et les attaques? C'est nous faire un mauvais procès. Sans les marches, meetings de l'opposition, nous avons été menacés dans nos fondements. Si je comprends bien, si l'opposition cherche la marche du 29 septembre, il n'y aura pas d'attaque. Si c'est ça, on ne va pas. Si on nous donne la garantie que si le 29, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas marche. L'UPC rejette également les informations faisant état de légalisation de l'avortement au Burkina Faso. Une étude sur les emplois du personnel de la santé a été lancée ce matin. Il s'agit de recenser les agents de santé et de connaître leurs emplois précis. Le ministère de la Santé est à la recherche de données fiables sur la répartition de ces ressources humaines dans l'espace. À la fin de cette étude, les zones qui disposeraient de moins de personnel seront pourvues en agents. Roger Kam, Zalissa Sanfo. Le ministère de la Santé pose ici le diagnostic de sa ressource humaine. Médecins, sages-femmes, infirmiers, bref, combien sont-ils? Où sont-ils? Et comment sont-ils répartis sur le territoire national? Une étude pour apporter des réponses à la mauvaise utilisation de la ressource humaine en santé. Nous assistons à une pénurie, à un éventail inapproprié des compétences en ressources humaines, mais également à une mauvaise répartition de ces ressources humaines qui sont déjà insuffisantes dans les zones rurales et urbaines. Cette étude-là nous permettra, à n'en point douter, de faire le diagnostic exact de la quantité et de la qualité des ressources humaines en santé au Burkina Faso. L'OMS, qui est à l'origine de cette étude, voit en cela un moyen d'accès aux soins de qualité par tous. Si nous voulons offrir des prestations à toutes les populations, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, il nous faut développer toutes les stratégies pour que les ressources humaines soient disponibles pour tout le monde. Une fois cette étude terminée, l'Organisation mondiale de la santé mettra les résultats au profit du ministère de la Santé.
Ministère d'ailleurs qui promet, cette étude se soldera par un redéploiement, des réajustements et des formations pour un système de santé plus efficace. Cette judicieuse répartition du personnel devrait permettre de lutter contre les mutilations génitales féminines, MGF, surtout que les sages-femmes et médecins d'État s'engagent dans la bataille. Réunis à Koudougou, ces agents de santé ont matérialisé leur engagement à travers une déclaration dite Koudougou 1, tolérance zéro. Issa Kafando, Estelle Judith Assorba. Les mutilations génitales féminines, MGF, demeure de nos jours l'une des pires formes de violence faites aux femmes. Au Burkina Faso, le SPCNLPE mène des actions pour lutter contre le fléau. À côté de cette structure, des ONG, des acteurs de santé et autres activistes s'évertuent aussi dans la lutte pour faire fléchir la courbe. Sont de ceux-là les maïticiens d'État et les sages-femmes. Ils se sont joints à leurs collègues de la région du Centre-Ouest pour dire non à cette pratique néfaste. Nous voyons qu'au Burkina, l'excision, les mutilations génitales perdurent. Donc c'est pour cela, avec l'aide des SPCNLPE, nous avons eu un soutien pour venir former nos collègues qui vont faire cette réplication au niveau de la communauté pour diminuer les incidents à l'excision. Selon l'enquête démographique et de santé réalisée en 2010, dans le Centre-Ouest, sur 100 femmes âgées de 14 à 49 ans, 55 d'entre elles ont subi cette pratique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et l'action de ces acteurs ici à Koudougou est de promouvoir l'abandon des MGF dans cette partie du pays. Dans les villes, ça a un peu diminué, mais dans les campagnes, le phénomène perdure. Voici pourquoi l'action aussi des sages-femmes, c'est nous qui sommes des prestataires, c'est nous qui voyons les femmes, c'est nous qui pouvons les sensibiliser à ce qu'elles puissent le répliquer au niveau de la communauté. Cette rencontre permettra à ces acteurs de se positionner résolument pour l'élimination des MGF à travers une déclaration dite Koudougou 1, tolérance zéro. Santé toujours, le centre ophtalmologique de Zorgo a reçu mardi dernier la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Ce centre créé par l'Église catholique prend en charge plusieurs personnes souffrant de troubles de la vue. Il accueille en moyenne chaque année 16 000 patients et le travail abattu a été largement apprécié par la ministre Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Reportage Lassina Ouattara, Nathalie Savadogo. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille s'imprègne ici des conditions de travail des agents du centre ophtalmologique des Zorgo. Un centre né de la volonté de l'archidiocèse de Koupéla et ses partenaires en 2004. Objectif, contribuer à la réduction de la cécité et de la mobilité oculaire des personnes démunies. Le centre a investi près de 100 millions de francs pour venir en aide aux patients indigents sans distinction d'âge, de sexe, d'ethnie, de religion ou de provenance. Cette approche du pauvre et de l'indigent justifie en partie la grande fréquentation du centre. En moyenne, 16 000 consultations par an. Face à cette affluence qui ne cesse de s'accroître chaque jour, il faut une nouvelle approche dans un contexte de la rareté des ressources. Et il est important que nous ne sombrons pas dans le handicap visuel parce qu'il est important que les gens aient leurs yeux pour pouvoir avoir une mobilité ou même pour être l'indépendance. Donc dans ce sens, nous allons accompagner du mieux que nous pouvons ce centre qui est un centre, je dirais, plutôt bénévolat parce que c'est presque rien, tout est gratuit et les cibles en ont besoin. Ils ont tantôt soulevé des questions de ressources humaines. Ça, c'est des compétences au niveau de la région. Il s'agit peut-être que lorsque nous allons recevoir du personnel d'appui, du personnel au niveau de la direction régionale, des affectations régionales, qu'on puisse songer à mettre à disposition de ce centre-là. Le centre ophtalmologique des Zorgo, en plus des patients burkinabés, reçoit des malades d'autres pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. C'est l'heure de recevoir notre invité. Il s'agit du directeur régional de plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, venu prendre part à Ouagadougou à la rencontre sur les bonnes pratiques de Bonne-Fondaine et de plan international. Bonjour, monsieur Rotimi Diosia. Bonjour à vous.
Merci d'être venu ce midi sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'être là avec vous. Alors, à la fin de cette rencontre sur les bonnes pratiques, qu'est-ce que vous en retenez? Quelles sont les bonnes pratiques mises en exergue? Je voudrais vous remercier d'abord pour l'occasion que vous nous offrez de pouvoir parler de cet atelier cette semaine. Il faut dire que cette semaine, Ouagadougou a été le centre de la réflexion sur notre processus de fusion avec Bonfonden. Vous savez que depuis le 2 juillet dernier, les différents programmes et opérations de Bonfonden ont été intégrés dans les opérations de plan international dans les quatre pays que sont le Togo, le Bénin, le Burkina et le Mali. Donc nous nous sommes réunis, les équipes de direction des 4 pays, notre équipe au niveau du Danemark et certains de nos collègues du siège et le bureau régional pour réfléchir sur le chemin parcouru et surtout regarder les acquis de nos différentes activités depuis plusieurs années que nous sommes dans ces 4 pays. Et nous avons discuté des bonnes pratiques autour de la centralisation sur les filles et les jeunes femmes, par exemple. Comment est-ce que nous allons continuer à amplifier nos actions? Vous savez que nous venons de lancer notre nouvelle stratégie globale qui vise à contribuer aux efforts d'amélioration de la qualité de vie des filles et des jeunes femmes en les aidant à diriger, en les aidant à apprendre, à décider et à s'épanouir. Donc nous avons passé en revue les différentes actions, les différentes interventions dans les pays. Il y a eu une focalisation importante sur la jeunesse pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à amplifier nos actions que nous faisions avant en tant que Bonfonden ou en tant que plan international pour que nous puissions aller encore plus loin. Vous savez bien sûr que nos populations au niveau des 4 pays sont des populations jeunes et investir dans l'avenir, c'est investir dans la jeunesse et notamment dans les jeunes filles. Donc nous avons passé en revue toutes ces bonnes pratiques-là pour aller encore plus loin au service des populations des 4 pays. Alors, vous parlez de cette fusion entre Bonfonden et plan international. Quels sont ses avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients aussi? Oui, il faut dire que la fusion de Bonfonden et plan international, c'est une opportunité exceptionnelle. Parce que pour véritablement impacter 100 millions de filles dans le monde, nous ne pouvons pas simplement continuer à faire les choses que nous étions en train de faire. Il faudrait créer de grands ensembles. C'est pour ça la fusion avec Bonfonden, c'est une fusion qui nous permet d'amplifier notre impact. C'est une fusion qui nous permet de toucher et de contribuer à impacter beaucoup plus de gens dans les communautés les plus vulnérables. Et il faut dire aussi que ça permet de mettre les expertises ensemble. Bonfonden a été dans les pays pendant plusieurs années, plan international pendant plusieurs années. Mettre ces expertises ensemble nous permet véritablement d'être encore plus forts et d'aller encore plus loin. Et je voudrais dire aussi que mettre ces expertises ensemble nous permet aussi d'attirer plus de ressources au service des populations que nous sommes en train de servir. Et qui perd dans cette affaire, si j'ose dire, son sigle? En réalité, c'est nos communautés qui gagnent. Ce sont nos communautés, effectivement, qui auront davantage d'appui. Et à travers, en fait, la mise ensemble de nos ressources, de nos expertises, nous allons davantage servir les communautés. Et en termes de défis, comme vous avez dit, vous savez que Bonfonden a ses pratiques et a sa façon de travailler. Plan international a ses pratiques, son système et sa façon de travailler. Nous mettons tout ça ensemble. Donc, notre réunion cette semaine a aussi regardé les questions autour des expertises dont nous avons besoin, les questions autour de la culture organisationnelle que nous devons mettre en place pour que les 2 équipes qui viennent des 2 organisations se ressentent le fait qu'ils soient une même équipe. Et j'étais au Togo et au Bénin récemment justement pour rencontrer nos collègues venant de plan international, venant de Bonfonden. Et vous allez déjà ressentir cette ambiance d'une même équipe, d'une équipe plus forte au service des populations. Alors, comment se porte donc cette organisation humanitaire qui s'occupe de l'enfance, plan international, qui est présente, cette organisation est présente au Burkina depuis 42 ans. Ouais. Dans la région, comment elle se porte? Je voudrais vous remercier. Plan international fait partie des plus grandes organisations du monde. Et dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes dans 14 pays. Et notre ambition que nous venons de finaliser au niveau régional, c'est d'amplifier davantage notre présence en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous allons élargir les bases de notre impact en explorant d'autres pays et d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il faut dire que chaque année, nous investissons plus de 150 millions d'euros dans ces différents pays.
Et je viens de parler avec notre équipe et nous avons défini une vision pour l'avenir. Nous voulons que l'Afrique de l'Ouest et du Centre puisse contribuer à impacter plus de 20 millions de filles et de jeunes femmes, comme une contribution aux 100 millions de filles et de jeunes femmes dans le monde. Ça sous-entend que nous devons continuer à élargir notre base partenariale. Au-delà de ce que nous venons de faire avec Bonfonden, notre ambition, c'est élargir les bases de partenariat, être davantage plus fort au service des populations. Donc, Plan International se veut être un partenaire de référence pour que nous puissions continuer à servir les filles, les jeunes femmes et les jeunes en général. Alors, M. Diossia, vous avez lancé un projet, vous vous apprêtez à le lancer, un projet régional. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet? Pourquoi nous finissons avec cet entretien? Je voudrais vous remercier encore une fois pour l'occasion. Le programme que nous allons lancer tout à l'heure, c'est un programme régional qui est focalisé sur l'autonomisation de la jeunesse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la jeunesse constitue en fait la force pour l'avenir de nos différents pays. Donc nous nous sommes dit qu'il faut investir davantage dans la jeunesse, les jeunes gens et les jeunes femmes. Nous sommes en train de nous focaliser sur les jeunes de 14 à 35 ans pour que ces jeunes puissent renforcer leurs aptitudes, renforcer leur confiance en soi et être à même de pouvoir contribuer à l'avenir de leur pays. Nous investissons 7,5 milliards dans cette initiative-là qui va toucher directement plus de 500 000 jeunes. Et lorsque je parle de 500 000 jeunes, vous pouvez voir l'ampleur de ce programme-là qui touche les 4 pays, le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina. Et ça fait partie en fait des types de programmes ou d'initiatives que nous allons avoir davantage parce que ces 4 pays ont des problématiques similaires et nous voulons que l'apprentissage entre ces 4 pays puisse se renforcer. Et nous mettons aussi l'accent toujours dans le cadre de ce programme que nous lançons tout à l'heure sur l'innovation. Comment faire en sorte que nous puissions faire les choses autrement. Et ce programme a été financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark, que je remercie au passage, pour tout l'accompagnement que nous recevons pour continuer de faire le travail que nous faisons dans les 4 pays. Merci beaucoup, M. Rotimi Diossia, qui est le directeur régional de plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est venu nous parler de ses ambitions de l'organisation humanitaire, donc plan international, qui va fusionner et qui a fusionné avec Bonfontaine. C'est moi qui vous remercie et qui remercie toutes les autorités des 4 pays pour l'occasion qu'on nous donne de pouvoir continuer et de renforcer les bases de notre travail dans les 4 pays. Je vous remercie. Restez avec nous pour la suite du journal. Merci. La dégradation des sols dans les pays ouest-africains, préoccupation du projet Ouaskal. Une rencontre se tient à Ouagadougou pour œuvrer en faveur de la nouvelle démarche de Ouaskal qui veut accompagner les autorités de la région à combattre les effets des changements climatiques. Comment? En mettant en œuvre des idées de projets de recherche-développement pour une agriculture climato-intelligente et innovante. Paul David Bambara, Sirpayete et Léonore Ouedraogo. Les stratégies mises en œuvre en matière d'agriculture et d'élevage par les pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent les bassins de la Volta et du Niger sont menacées par la dégradation des sols. À cette menace s'ajoute la variabilité accrue de la pluviométrie et le réchauffement climatique. Pour trouver des solutions durables, Ouaskal lance aujourd'hui un projet qui intensifie la production végétale et minimise l'effet des gaz à effet de serre. Vous avez la production végétale d'un côté, la production animale de l'autre. Les deux se parlent dans un système intégré pour minimiser ou recycler les gaz à effet de serre. L'un des objectifs principaux de ce projet, c'est de vulgariser les bonnes pratiques et donc les mettre à grande échelle. Cet atelier de lancement du projet invite les participants venus des pays concernés à des échanges sur les objectifs du projet. Les différents acteurs vont se retrouver autour de la table pour discuter, réviser les activités, discuter surtout des protocoles d'expérimentation et définir en termes plus clairs les résultats qui sont attendus. Ouaskal s'appuie sur 3 piliers. La recherche, le deuxième c'est les services climatiques et environnementaux et le troisième c'est le renforcement des capacités, la formation de la génération future. D'un coût d'environ 700 millions de francs CFA, le projet est financé par l'Union africaine et devra durer 3 ans.
Une commission technique d'identification des œuvres littéraires et artistiques mise en place par le Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Cette commission devrait travailler à éviter les erreurs et plaintes préjudiciables aux créateurs d'œuvres de l'esprit. Il s'agit d'assainir la base de données du bureau en respectant les critères techniques reconnus à chaque œuvre. La commission a été présentée hier aux membres du BBDA. Nongba Kouda Arunamari. Le bureau burkinabé du droit d'auteur veut en finir avec les fausses déclarations des œuvres. La solution toute trouvée, la mise en place de la CETIOLA, la commission technique d'identification des œuvres. Cette rencontre vise à informer les acteurs et recueillir leurs recommandations pour réduire les plaintes. Au niveau du BBDA, nous n'avons pas les compétences à notre niveau, donc il fallait faire appel donc à l'expertise et à la probité des personnes ressources dans les différentes filières, afin que cette commission puisse faire le tri et permettre à la documentation de faire des déclarations qui souffrent moins de contestation de la part des artistes. La nouvelle commission comprend 4 sections: la musique, les arts graphiques, la littérature, les arts dramatiques et l'audiovisuel. Chaque section est présidée par des personnes averties du domaine. Je pense que c'est une bonne initiative. Nous-mêmes, on souhaitait, parce que le BBDA éprouve quelquefois des difficultés à classer les œuvres. Non seulement le BBDA, même les auteurs. Je suggère qu'ils prennent un documentaliste formé, non seulement dans le domaine de la littérature, qui est le mien, mais aussi dans le domaine des autres arts. Ce comité-là aura toujours une énorme part de subjectivité pour juger les œuvres. Donc nous en appelons à quand même des critères plus précis, plus clairs, pour que l'ensemble des auteurs puissent, d'une certaine façon, comprendre la façon dont est répartie les choses. Le mandat des membres de la commission est de 2 ans renouvelable. Leur tâche, affecter aux œuvres les coefficients appropriés, des coefficients déterminants pour la répartition du droit d'auteur. La glace est définitivement brisée entre les deux Corées qui devraient se retrouver dans une dizaine de jours à Pyongyang. Le 3e sommet entre le Nord et le Sud se tiendra autour de la dénucléarisation de la péninsule. Le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump de Singapour n'a pas totalement lancé cette dénucléarisation. Les Nord-Coréens attendant de Washington un signal fort comme la levée des sanctions qui les touchent. Ils se rencontreront pour la 3e fois. Les chefs des deux Corées se retrouveront du 18 au 20 septembre à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour un nouveau sommet entre les deux pays. Un face-à-face pour apporter un nouveau souffle aux promesses de dénucléariser la péninsule. Malgré la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin, les discussions entre Pyongyang et Washington sont au ralenti. La Maison-Blanche a même annulé la dernière visite de son secrétaire d'État, Mike Pompeo, prévue en Corée du Nord. Les États-Unis reprochent aux Nord-Coréens leur manque d'investissement dans le processus de dénucléarisation, alors que Pyongyang attend des Américains des concessions sur les sanctions dont elle est la cible. La question sécuritaire au Burkina avec la mort de 2 éléments des FDS hier sur l'axe Fada-Pama est traitée une nouvelle fois par les journaux, des journaux qui se penchent aussi sur le rapport de l'ONU sur le Burundi. La revue de presse avec Toubom Evelyne Dabiré. L'Est du Burkina est-il devenu plus dangereux que le Sahel? Cette question de l'observateur Palga fait suite à l'attaque terroriste perpétrée contre une équipe des forces de défense et de sécurité hier mercredi sur l'axe Pama-Fada, informe ce journal. Bilan, 2 militaires tués et 6 autres blessés, rapporte Sidoya. Les victimes étaient une équipe de démineurs déployée dans la zone pour rechercher et neutraliser les engins explosifs utilisés dans la région de l'Est, explique aujourd'hui au Faso. Cette attaque vient alourdir le décompte macabre et les quotidiens rapportent les cris de détresse lancés par le directeur régional de l'Est. Dans Aujourd'hui au Faso, le directeur régional, à travers une lettre officielle, expose la situation sécuritaire dans la région et propose l'implantation d'un détachement militaire pour sécuriser la zone. Autre proposition faite par le quotidien, il faut motiver les troupes, leur trouver des équipements adaptés et instaurer la coopération militaire entre le Burkina et des pays comme la Russie et Israël. Autre sujet abordé par le quotidien, le rapport de l'ONU qui met en cause Nkurunziza. Ce rapport dénonce l'impunité au Burundi et dresse une liste confidentielle d'auteurs présumés de crimes contre l'humanité, informe Sidoya. Plus exactement, le rapport colle au président burundais des appels récurrents à la haine et à la violence et ces actes ont dépassé l'humainement supportable,
rapporte aujourd'hui au Faso, qui pense que ce rapport doit troubler le sommeil du président burundais. Dans ce cas, s'interroge l'observateur Palga, sera-t-il inquiété par les juges de la Haye une fois que son immunité présidentielle sera perdue? Question légitime selon aujourd'hui au Faso, qui craint que Nkurunziza, qui a promis quitter le pouvoir, ne revienne sur ses propos à cause du rapport. Pourvu qu'il ne change pas d'avis, espère ce journal. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.